fallait que je sauve la nation. Je n'avais pas le choix. Plus personne ne voulait de mon papier-monnaie. Et tout le monde demandait à récupérer son or. Parce que vous avez fait sombrer le pays dans le marasme? Comment osez-vous dire cela? Vous avez été habile et il vous a fallu peu de temps pour effacer la dette de l'État. Mais ce succès a eu un prix. Quelques années plus tard, votre papier-monnaie a entraîné la nation dans la ruine et la faillite. Chers amis, bonjour, j'ai le grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne YouTube des éditions Le Jardin des Livres pour un nouvel ouvrage. Et un nouvel ouvrage qui vaut son pesant de fausse monnaie, c'est le cas de le dire. C'est l'histoire de John Law. On peut dédicacer cette vidéo à un incompétent notoire en termes de planche à billets, Monsieur François Langlais, économiste de service sur RTL, sur France 2, etc. Vous qui m'accusiez en permanence de vouloir faire fonctionner la planche à billets, Oui. que la Banque Centrale Européenne, elle, fasse marcher la planche à billets pour 1000 milliards d'euros, vous trouvez ça super. Et comment font les autres pays qui ont la maîtrise de leur monnaie? Ils font quoi? Lesquels, Madame Le Pen? Tous les pays du monde qui ont la maîtrise de leur monnaie. Citez-moi. Eh ben Non. tiens, les États-Unis. Les États-Unis ne font pas marcher la planche à billets. Non, jamais. Pas du tout. Non, juste un peu quoi, juste plusieurs centaines de milliards, voire des 1000 milliards. Avec ce livre, on revient en fait aux origines de la planche à billets. Alors pourquoi John Law? Bah tout simplement parce que c'est l'inventeur de la planche à billets. La planche à billets, c'est quoi? C'est créer de l'argent à partir de rien. Jusqu'à présent, en fait, l'argent, les pièces d'or et les pièces d'argent reposaient intégralement, et c'est comme ça que l'économie s'est construite depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, elle s'est construite sur l'agriculture. C'est-à-dire que pour une cueillette de pommes, une cueillette d'abricots, d'oranges, etc., le blé, les céréales, il y avait un certain montant d'argent en échange de ces produits finis. Alors, imaginez que John Law, parce que à l'époque le gouvernement français était totalement ruiné, on est sous Louis XV, Louis XV est tout jeune, et donc c'est Philippe d'Orléans qui règne à sa place. On l'appelle le régent. Et le régent rencontre, par hasard, on va dire ça comme ça, un Anglais dans les salles de jeu. Parce que, quelle est la particularité de John Law? John Law était fasciné par l'économie, par la circulation de l'argent dans les pays protestants, notamment en Hollande. Il avait déjà beaucoup voyagé, vous en apprendrez beaucoup plus dans le livre, là je vous le fais vraiment de manière succincte, mais il avait un don. On va dire que si John Law vivait de nos jours, il serait joueur de poker, il ferait du calcul mental, il compterait toutes les cartes pour ramasser la mise de la manière la plus judicieuse possible. Et à l'époque, il était, on va dire, un des premiers à mettre en œuvre dans sa tête le calcul mental et surtout le calcul statistique. Si bien qu'il avait ruiné un certain nombre d'aristocrates et en échange de leurs dettes, donc déjà, on est dans une histoire de dettes, il remet les dettes et ce qui lui permet de demander en échange des rendez-vous avec les hauts responsables de l'économie française. Et c'est ainsi qu'il arrive jusqu'à rencontrer le régent. Louis XIV avait totalement ruiné la France par sa politique, ses aventures militaires et les dépenses immodérées de la cour. Il avait fait exploser la dette publique à tel point qu'à la fin de son règne, le seul remboursement des intérêts engloutissait environ 60% des recettes de l'État. La France était de facto en faillite. Le pays était confronté à une grave crise de l'emploi et sombrait dans la misère. On estime qu'environ la moitié de la population était touchée directement ou indirectement par le chômage de masse. Et donc, il propose au régent son système, John Law, il l'appelait comme ça, il est sûr de lui, il est vraiment au fait, il avait étudié l'économie, du moins les échanges de produits commerciaux finis en Hollande et ailleurs, et il lui propose d'inventer une banque dans laquelle les pièces d'or et les pièces d'argent n'existeraient plus, c'est-à-dire qu'en fait les Français viendraient déposer leurs pièces d'or et leurs pièces d'argent dans une banque, et en échange, cette banque royale va leur donner des bouts de papier sur lesquels il est certifié qu'ils ont déposé leurs pièces, et que lorsqu'ils reviendront dans la banque, ils pourront récupérer leurs pièces en échange de ce même papier. Voilà, l'idée était là. Sauf qu'il y a eu d'un seul coup, une sorte de méfiance de la part des Français pour cet Anglais qui s'est emparé des finances et qui est même devenu ministre des Finances. Je ne sais pas si vous imaginez un Anglais protestant devenant ministre des Finances dans la France catholique de Louis XV. C'est absolument phénoménal. Ce qui a poussé ce protestant John Law à renoncer à sa religion de protestant et devenir catholique.
Hein, donc justement, si mes souvenirs sont bons, je crois même c'est quand il est devenu catholique qu'il a pu être nommé officiellement ministre des Finances. Vous voyez, religion, spiritualité et monnaie, argent, finance, ça fait toujours bon ménage. Là, vous êtes à la source de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec la fabrication de monnaie de singe, aussi bien par la Fed, par la Banque du Japon et surtout maintenant par la Banque Centrale Européenne, hein, justement la Banque Centrale Européenne a fait savoir qu'elle va acheter avec l'argent créé de nulle part, c'est-à-dire ceci, hein, voilà, ça c'est un cadeau, cadeau de lecteur, donc voilà, nous aussi on crée notre monnaie papier, hein, avec des billets de 100 $, enfin 100 €. Eh bien, figurez-vous que donc la BCE va acheter des actions de Renault. Eh, avec ça, hein, avec du PQ. Hein, du PQ, simplement il y a marqué euro dessus, hein, voilà. Donc ils achètent les actions de Renault, ils achètent également des actions de Engie, et ils vont également acheter d'autres actions d'entreprises italiennes, espagnoles, allemandes, parce que en France et ailleurs, il n'y a plus de candidats pour acheter des actions au CAC 40. Depuis que la Banque Centrale Européenne a renforcé sa politique monétaire le 10 mars dernier, les premiers effets se font sentir sur le marché du crédit selon certains analystes. La BCE, qui veut inciter les entreprises à relancer leurs investissements, a notamment augmenté de 60 à 80 milliards d'euros le montant de ses rachats de dettes par mois. Une autre conséquence de ces mesures est que la BCE pourrait détenir jusqu'à 25% des 7 000 milliards d'euros de dettes souveraines en cours, ce qui a suscité des inquiétudes quant aux répercussions de ces rachats de dettes sur la liquidité et les conditions du marché obligataire. Donc pour que l'action Renault ne s'écroule pas, que fait le directeur de la Banque Centrale Européenne? Il marque à notre débit à nous, hein, le peuple, bien entendu, la création de la monnaie de singe, que nous allons bien entendu être obligés de rembourser à un moment donné ou à un autre. En attendant, ils en profitent bien. Et comme dans le livre avec John Law, comme en 1720, seuls les riches et les très riches profitent de cette manne, on va dire, qui tombe du ciel, ou plutôt qui remonte des enfers. Alors, à l'époque, ça a été une bulle. Imaginez la bulle Internet. Hein, imaginez la bulle Internet des années 2000. C'est une espèce de frénésie où tout le monde, d'un seul coup, où tous les Français se ruaient rue Quincampoix à Paris pour acheter des actions, des affaires de John Law, de la Banque du Mississippi, de la Compagnie du Mississippi, pardon, et ainsi de suite. Il y avait même, écoutez bien, un bossu qui prêtait son dos, hein, parce qu'il paraît que toucher le dos d'un bossu, ça porte bonheur. Bon, je sais pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Et donc, l'histoire nous montre d'ailleurs que c'est pas le cas, hein, mais bon, mais passons. Donc, il a fait fortune simplement parce qu'il prêtait son dos tous les jours, du matin au soir, pour que les achats et les ventes soient signés sur son dos. Hein. Donc, il servait de secrétaire de meubles ambulants, on va dire ça comme ça. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, vous imaginez la frénésie. Il y a eu des émeutes rue Quincampoix. John Law ne pouvait même pas circuler dans Paris. Les gens se jetaient sous son carrosse, hein, pour le supplier de vendre, etc. Au point que, imaginez, les évêques, les cardinaux français vendaient, déposaient la vaisselle sacrée, la vaisselle de la messe en or et en argent. Il a déposé dans la banque de John Law et pour avoir des actions en échange. Et bien entendu, arriva ce qui devait arriver, puisque ça a été inventé pour éponger les dettes de l'État français. John Law avait pris l'or pour payer les dettes. Et bien entendu, l'or n'était plus là. Et lorsqu'un aristocrate, lorsqu'un prince, si mes souvenirs sont bons, se rendit dans sa banque, vous savez, vous, comme dans la banque postale aujourd'hui, hein, si vous avez par exemple 20 000 euros et vous leur dites donnez-moi 2 000 euros, ils vont vous rironner, ils vont dire non monsieur, nous on n'a pas d'argent, on n'a plus, c'est fini, on vous donne 200 euros. Un prince est venu avec son petit papier, il a dit voilà, rendez-moi mon or. Et ils ne lui ont pas rendu son or. Et du jour au lendemain, la confiance a été rompue. Et à partir de ce moment-là, la France a été, du moins les Français de l'époque, les riches Français de l'époque, ont été ruinés. Mais l'intelligence des Français est absolument extraordinaire, regardez bien. Ils ont vu tout de suite que John Law, en fait, c'était le diable en personne. Il y avait des chansons à l'époque, hein. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télégraphe, pas de tourne-disque, rien, nada. Hein, c'était juste la messe, hein, et les chansons populaires qui étaient chantées dans les rues. Et regardez les paroles de celle-ci, par exemple. « Law, le fils aîné de Satan, nous met tous à l'aumône, il nous a pris tout notre argent et n'en rend à personne. Mais le régent humain est bon, la farondaine, la farandondon, nous rendra ce qu'on nous a pris, biribi, à la façon de barbarie, mon ami. » Donc c'était une chanson sur l'eau. Alors il y en a eu plein, vous en verrez d'autres dans ce livre. C'est très important.
John Law a inventé la monnaie de singe. Vraiment, il a inventé la planche à billets. C'est lui. C'est vraiment lui qui l'a popularisé, qui l'a testé la première fois, grandeur nature, dans un pays. Et il se trouve que c'est la France. La seconde fois que ça sera fait, eh bien, figurez-vous que ça sera quand même quelques années plus tard, hein, genre 60 ou 70 ans plus tard, enfin bon, avec les révolutionnaires, puisque eux-mêmes vont faire tourner la planche à billets et vont amener la France à la ruine, et avec exactement la même chose avec la planche à billets de Monsieur John Law. Et aujourd'hui, comme on dit, jamais 203, nous sommes dans la même situation. Sauf qu'aujourd'hui, la planche à billets de John Law, elle est partout. Alors ici, je voudrais rendre un hommage aux journalistes du quotidien Le Monde, et également aux Échos, La Tribune et surtout au Figaro. Comme vous le savez, j'en parle souvent dans ma revue de presse. Ces gens-là n'osent jamais utiliser le terme monnaie de singe, planche à billets, dans leurs grands articles consacrés à la Banque Centrale Européenne. Ils vont vous parler d'assouplissement, hein, comme la soupline, vous voyez, la soupline que vous mettez dans votre machine à laver. Ou alors ils vont vous parler de, pudiquement, entre guillemets, de politique monétaire. Mais en fait, c'est de la monnaie de singe. Vous avez 7 ans de formation en économie, mais c'est grotesque. Il y a des gens qui se prétendent économistes, ils n'ont même pas vu la crise arriver, ils l'ont même pas vu arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent même pas que tout le système repose aujourd'hui sur quelque chose qui est destiné à mourir dans une explosion phénoménale à cause justement de la planche à billets. Toutes les planches à billets se sont terminées de la même façon. Ça a été absolument catastrophique. Et là, comme c'est au niveau global, merci le dollar, merci la Banque Centrale Européenne. On ne peut pas y échapper. C'est mathématique, arithmétique, tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes sur le marché, que dans votre porte-monnaie est vide, eh bien vous ne pouvez plus acheter des salades, vous ne pouvez plus acheter une escalope à votre boucher, vous ne pouvez plus rien acheter à votre maraîcher, charcutier, et ainsi de suite. Alors, comment expliquez-vous que la Banque Centrale Européenne, que John Law, parce qu'ils appliquent la politique de John Law, eux peuvent, il n'y a plus rien en caisse, mais pof, avec l'imprimante, allons-y gaiement, eh ben nous on achète. Quelque chose ne va pas, quelque chose est pourri. Et c'est là où les Français sont géniaux, l'intelligence commune globale des Français. Ils ont identifié tout de suite John Law, comme on l'a vu, au diable. Et c'est là où je veux en venir. Ce livre d'Adolphe Thiers, Adolphe Thiers était le 2e président de la République française. C'était le seul d'ailleurs qui se vraiment intéressé à la politique monétaire, surtout que lui, il était véritablement au standard or et argent à son époque. Et donc il a voulu comprendre pourquoi John Law a été obligé de fuir Paris déguisé en femme pour se réfugier à Venise. C'est tout à fait étonnant. Son livre est passionnant et c'est pour ça qu'on a décidé de le republier, mais il n'était pas compréhensible pour 2 raisons majeures. Il était écrit dans une sorte de vieux français, je ne vais pas dire vieux François, mais presque, donc difficilement compréhensible, et surtout, là où vraiment le livre était vraiment incompréhensible, Adolphe Thiers utilisait des monnaies d'époque, genre livre tournoi et ainsi de suite. Donc on ne sait absolument pas à quoi ça correspond aujourd'hui. Et donc avec Anne-Marie Bruyant, nous avons modernisé ce texte et surtout tout mis en euros. Et là, d'un seul coup, vous comprenez la création de la planche à billets. Vous voyez les montants qui étaient en jeu. Comment les jeux d'écriture comptable, c'est vraiment le magicien, quoi. Vous savez, là, avec ces ballons, là, avec ces balles qu'on fait, ces prestigitateurs, oui, elle est là, puis elle n'est pas là, etc. Ben, c'est exactement ce qu'a fait John Law. Mais sincèrement, franchement, John Law ne s'est pas enrichi personnellement. Il a véritablement essayé de sauver les finances de la France, mais malheureusement, il n'a toujours pas compris qu'on ne peut pas créer de richesse à partir de rien. Voilà, c'est simple, je l'ai dit, je crois, dans une autre interview, même Dieu, pour l'agriculture, passe par la météo, par la pluie, le printemps, l'été, et ainsi de suite. Il y a une période de gestation sous terre, il y a du temps, il y a du travail, même si ce travail est invisible, il est là. Et aujourd'hui, les banquiers centraux se prennent pour Dieu, ils créent des richesses à partir de rien. C'est absolument phénoménal. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. C'est là où c'est extraordinaire, c'est que spirituellement, un écrivain allemand, Goethe, va assimiler John Law au diable, en personne.
Hein, Lucifer, Satan, ce que vous voulez. Enfin bon, c'est assez vague, on va dire le diable tout court. Et donc, il va s'en servir dans son livre Goethe 2, et ça a été même remarquablement adapté par Marcel Carné dans le film avec Michel Simon, qui s'appelle La beauté du diable. C'est vraiment fascinant. Je dis Méphistophélès, au dernier jour de ma vie, prendra possession de mon âme. Signé Faust. Je veux que rien ne demeure de mes travaux, ni de cette science qui m'a perdu. Alors pourquoi es-tu pauvre? Le misérable des mendiants possède au moins son âme. Ô grand Lucifer, inspire-moi! Là, vous avez vraiment les images les plus saisissantes où le diable prend du sable et il va créer des pièces d'or avec du sable. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est la planche à billets on va dire de l'époque du Standard Or. Et ce qu'on voit dans le film, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces pièces d'or créées par le diable se retransforment en sable. Et le peuple se révolte. L'écrivain Goethe a vu là quelque chose d'absolument extraordinaire. Goethe va inspirer un autre écrivain, russe, Mikhail Bulgakov, auteur du Maître de Marguerite. Dans le Maître et Marguerite, vous avez une scène absolument exceptionnelle où le diable apparaît comme un magicien prestigitateur dans un théâtre de Moscou, et donc il fait tomber des billets du ciel. Voilà. Et dans l'imaginaire également de Bulgakov, tout ce que le diable vous donne finit par disparaître, c'est-à-dire ça ne dure qu'un temps. Ça va durer une journée ou peut-être un an, peu importe. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que d'une manière tout à fait curieuse, Mick Jagger, c'est Marianne Faithfull, donc qui était son ex-fiancée, me semble-t-il, qui prête un livre à Mick Jagger, et ce livre, justement, c'est le livre de Bulgakov. Et le livre lui expose la cervelle, comme il a exposé la cervelle à des millions de lecteurs, eh bien, Mick Jagger, en refermant le livre, va écrire le fameux Sympathy for the Devil. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, je reviens juste un tout petit peu en arrière, Goethe va inspirer le compositeur français Gounod. Hein, donc c'est le fameux Faust de Gounod. Et vous avez tous lu Tintin, vous connaissez tous la Castafiore, quand elle chante l'air des bijoux, etc., avec le capitaine Haddock, hein, le fameux air des bijoux qui revient dans tous les albums. Eh bien, l'air des bijoux, c'est justement, ça vient de là. Ça vient de Faust, du Faust de Gounod, mais qui était inspiré par les écrits de Goethe. Et c'est John Law. Le Faust qui est là, c'est John Law. Donc, vous voyez, John Law continue à inspirer les artistes, les écrivains, et ils nous disent tous la même chose. Et je pense en particulier à Alice Cooper, dans la vision absolument prophétique. Regardez par exemple cette photo qui a été faite par Bell. Et Alice Cooper, donc pour son album Billion Dollar Babies, à l'époque, ils étaient tous alcoolisés, hein. Surtout Alice Cooper, il était déjà à peu près à 10 ou 15 canettes de bière par jour. Donc ils avaient décidé de donner une brouette de billets de banque poussée par un chimpanzé. La monnaie de singe. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure illustration pour la monnaie de singe que ce clip vidéo d'Alice Cooper des années 72-73. C'est tout à fait stupéfiant. Et même cette photo où il braque des mitraillettes sur le spectateur, et en fait, il ne se rend même pas compte, mais il montre l'impérialisme américain qui va imposer par la force des armes, la monnaie de singe à la planète entière. Rappelez-vous, c'est le 15 août 71 que Richard Nixon décide de déconnecter l'or du dollar. Et Alice Cooper compose son album en 72. C'est absolument remarquable. Et vous avez ce singe qui traverse le clip vidéo avec une brouette de billes de dollars. C'est incroyable. Le côté visionnaire. Et inutile de vous dire que aucun des musiciens d'Alice Cooper n'avait jamais entendu parler de John Law, n'avait jamais entendu parler de monnaie de singe, et ils se foutaient totalement de la politique monétaire des États-Unis. En revanche, ils avaient fait venir un sosie de Richard Nixon sur la scène pendant les concerts. Et juste après, Alice Cooper faisait intervenir une guillotine. Je ne sais pas si vous imaginez, on revenait aux révolutionnaires. Et en fait, vous voyez dans tout ça, il y a quelque chose
qui nous annonce l'arrêt de ce système économique. Quand je dis, c'est pas l'arrêt, en fait, on passe d'une ère à une autre, et on va passer d'un système d'échange à un autre. Alors, je ne sais pas si ça sera la monnaie électronique, mais toujours est-il qu'à un moment donné ou un autre, la monnaie de singe que nous utilisons, enfin du moins qu'on nous force à utiliser aujourd'hui, va s'arrêter. Comme elle s'est arrêtée avec John Law, comme elle s'est arrêtée avec les révolutionnaires, comme elle s'est arrêtée sous Weimar, comme elle s'est arrêtée en Yougoslavie, comme elle s'est arrêtée en Argentine. Bref, elle va s'arrêter partout. Regardez le Venezuela. Le Venezuela, aujourd'hui, ils étaient en train d'imprimer. Eh bien, figurez-vous, vous ne devinerez jamais ce qui leur est arrivé. Ils n'avaient plus de papier pour imprimer les billets de banque. Voilà, on en est arrivé là. Et je précise bien entendu que les États-Unis se sont débrouillés pour leur voler la totalité de leur stock d'or. C'est exactement ce que je vous avais montré dans le livre précédent 666. Voilà, donc aujourd'hui, sachez quand même que la Banque Centrale Européenne, en hommage à John Law, ça s'appelle Eurosystème. C'est l'inventeur de la Banque Centrale. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, les banquiers centraux sont des enfoirés parce qu'ils se prennent pour Dieu. Ils créent à partir de rien. Ils créent des richesses à partir de rien. C'est strictement impossible. Ils violent toutes les règles de la nature. Il y avait un très très bon parallèle dans le livre Jurassic Park. Je ne parle pas du film, je parle du livre, là, pour le coup. Le film est une pâle adaptation, on va dire, de l'ouvrage. Dans le livre, il y avait un scientifique qui expliquait qu'à chaque fois qu'on essayait de violer les règles de la nature établies par Dieu, on va dire ça comme ça, la nature se vengeait d'une manière violente. Là, les États-Unis violent toutes les règles de la nature et imposent leurs diktats à la planète entière. Malheureusement, ça va être la chute de Rome. Rome a explosé à cause de sa corruption et parce que leurs pièces d'argent, au début, s'il y avait 95% d'argent dans les pièces, à la fin de Rome, il ne restait plus que 4% ou 5%. Hein, et le reste, c'était du cuivre ou du zinc ou je ne sais quoi. Et les États-Unis, aujourd'hui, sont exactement dans la même situation. Ça va être très intéressant d'observer les élections avec Trump. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on paye des gens pour venir agresser tous les Américains qui se rendent aux réunions électorales de Donald Trump, ce qui est du jamais vu. C'est du jamais vu aux États-Unis. C'est une véritable première. C'est pour vous montrer à quel point Wall Street et tous ces banquiers absolument pourris sont terrorisés à l'idée qu'un populiste, on va l'appeler comme ça, puisse prendre le pouvoir aux États-Unis. Et Donald Trump a fait des déclarations très, très intéressantes, vous la retrouverez sur ma revue de presse, sur la planche à billets. Voilà, donc il y a deux choses là-dedans. Pour comprendre la naissance de la planche à billets de la monnaie de singe, et aussi pour voir comment les artistes sont des visionnaires. Les écrivains, les musiciens sont des prophètes à leur façon, et ils nous annoncent le futur. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que Alice Cooper, là, pour le coup, pour nous expliquer ce qui se passe. C'est un clip que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un clip qui a quasiment, qui a plus de 40 ans. Fondamentalement, ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est fascinant. Il y a un journaliste qui m'a dit « Mais je ne comprends pas, je veux dire, jamais, moi j'ai fait des années d'économie, aucun de nos profs nous a parlé de la planche à billets. John Law, il a dû peut-être prononcer son nom une fois en 3 ans. » Ça vous donne une idée à quel point ce qu'on doit vraiment connaître, et bien surtout, aujourd'hui les professeurs d'économie, les docteurs en économie, hein, les mecs qui mettent, vous savez, sur la carte de visite, docteur en économie, agrégé de ceci ou désagrégé de cela. Voilà, tous ces désagrégés, vous voyez, ils ont, je le rappelle, aucun d'eux n'a vu la crise arriver, contrairement à votre serviteur, je le rappelle également. Donc l'histoire de John Law et de sa première planche à billets, qui a ruiné la France et qui continue à ruiner le monde aujourd'hui. Et alors tiens, justement, il y a aussi Enron. Alors Enron, pourquoi Enron? Mais parce que Enron est la copie conforme de ce qu'a fait John Law. Fascinant, avec sa compagnie du Mississippi. C'est totalement fascinant. Il a fallu 10 ans, écoutez bien, 10 ans aux journalistes économiques américains pour découvrir que Enron était une fraude absolue. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire un bilan, voilà, tout simplement. Et vous voyez que John Law est toujours présent parmi nous, hein, puisque vous avez une pièce de théâtre avec Laurent Deutsch et Stéphane Guillon, la pièce sur John Law d'Antoine Rau. Donc ça parcourt la France depuis 2015. Comment expliquez-vous qu'en prélevant toujours plus d'impôts, l'État soit de plus en plus pauvre? Un Anglais qui veut aider la France. C'est louche. Si le peuple se met à exiger, où va-t-on? Faudra faire attention tout de même. Si les pauvres deviennent riches, que vont devenir les riches?
Alors, absolument étonnant, il y a 3 ans, donc à la une du Nouvel Observateur, vous n'allez pas le croire, John Law à côté de Blight Masters. À côté de Blight Masters et d'un autre financier. Enfin, en tout cas, Blight Masters et John Law sont en bonne compagnie. Voilà. Il y a eu également un film sur Arte, très très intéressant. Un dessin animé. C'est d'une totale fluidité. C'est vraiment un délice. J'ai eu beaucoup de bonheur à travailler sur le texte d'Adolphe Thiers et surtout, vraiment, préparer le dossier de 60 pages sur les artistes. Ah oui, il y a également Percy Jackson. Ah, il y a une scène dans Percy Jackson qui est fabuleuse. Et également cette toile de Patrice Servage qu'il a composée, c'est peut-être la seule toile monétaire qui ait jamais été faite par un artiste, puisque là on voit une plume, alors on ne sait pas si c'est une plume d'oiseau ou si c'est une plume d'ange, mais en tout cas une plume d'1 gramme ou 2 qui tombe sur cette pyramide. Hein, et dans sa tête, il ne l'a pas exprimé comme ça, mais c'est une pyramide de Ponzi, et cette plume qui va faire tomber toute cette monnaie papier. Et Patrice Servage ne m'a jamais parlé de politique monétaire, ça ne l'intéresse même pas, mais il a eu envie de peindre cette toile en 2009, donc vous pouvez la voir sur son site. Il a également peint une grande toile de Blight Masters, c'est très, très intéressant. Voilà, chers amis, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'histoire de John Law et de sa première planche à billets qui a ruiné la France et qui continue à ruiner le monde aujourd'hui. Alors justement, je rappelle qu'aux signatures, j'ai également, alors du coup, j'ai fait ma propre planche à billets. Voilà, notre imprimeur nous en a fait plusieurs milliards, donc j'en distribuerai à toutes les signatures. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour votre patience. Lisez l'histoire de John Law d'Adolphe Thiers. Au moins, on avait un président de la République qui s'intéressait à la politique monétaire et pas un incompétent notoire qui était l'ennemi de la finance, hein, juste avant son élection et qu'on découvre qu'en fait, c'est vraiment, ils sont copains comme coquins. Hein. Il a même nommé Macron qui a eu quelques déboires avec son costume. Voilà. Et d'ailleurs, M. Macron ne sait pas qu'on vit sur la planche à billets. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Merci à vous tous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux livres.